Madame la Présidente, un budget Panadol, un budget palliatif, un budget qui soulage momentanément, mais qui ne guérit pas, un budget qui traite les symptômes, mais pas les causes de la maladie, un budget qui apaise la colère et la grogne du peuple dans un premier temps, mais ne prévoit aucune solution durable à leurs problèmes. Un budget qui démontre l'incapacité de ce gouvernement à prendre des décisions courageuses. Un gouvernement qui reporte les décisions aux calendes grecques. Un gouvernement qui refuse de s'attaquer aux problèmes économiques. Un gouvernement qui refuse de s'attaquer aux problèmes sectoriels. Un gouvernement qui refuse à s'attaquer aux problèmes liés au vieillissement de la population. Pourtant, le problème de l'industrie sucrière ne date pas d'hier. On sait qu'il faut une meilleure répartition des recettes de la canne, du sucre, de la mélasse, de la bagasse entre usiniers et planteurs. On sait qu'il faut revoir l'accord entre la CEB et les IPPs. On sait que les laboureurs, artisans et autres travailleurs de l'industrie sucrière ne doivent pas être les éternels sacrifiés. Mais on sait aussi que le gouvernement doit revoir sa politique d'encourager la conversion des terrains agricoles en terrains de golf et en smart cities. Mais on a affaire à un gouvernement qui n'assume pas sa responsabilité et qui refuse de prendre les mesures qui s'imposent. En conséquence, Madame la Présidente, on a eu droit la semaine dernière à un budget sans vision, sans orientation et qui ne relancera certainement pas l'économie. D'ailleurs, pour la troisième année consécutive, le taux de croissance est en dessous des prévisions budgétaires. On est bien loin des 5,7% annoncés par l'ancien ministre des Finances, l'honorable Chimina Raïdou. On est toujours en dessous du seuil fatidique de 4%. Pourtant, contrairement à ses prédécesseurs, le Premier ministre avait une large marge de manœuvre, ayant bénéficié des milliards de roupies si généreusement offerts par le gouvernement indien et que nous remercions infiniment une nouvelle fois. Mais comment avoir un taux de croissance plus élevé si le gouvernement lui-même ne dépense pas ce qu'on a voté? Selon les chiffres publiés par les estimates, sur les 18 milliards du capital budget prévu pour l'année écoulée, le gouvernement n'a dépensé que 13 milliards. Et si on retire les transferts dans des fonds, des transferts au corps para-étatique, des vieux trucs de métier, le gouvernement n'a dépensé en tout et pour tout que 8 milliards de roupies. Et si on tient compte des chiffres de la Banque centrale, c'est encore moins que cela. Quant aux grandes, les donations qu'on a reçues, des 6,9 milliards prévus, on n'a décaissé que 3,3 milliards, même pas la moitié. En d'autres mots, Madame la Présidente, on a de l'argent, mais le gouvernement ne le dépense pas. Et quand le gouvernement décide de dépenser, il le fait sur des dépenses courantes. En effet, les dépenses courantes ont connu une augmentation vertigineuse pour atteindre 106 milliards cette année et presque 116 milliards l'année prochaine, soit une augmentation de 10%, tout simplement insoutenable à long terme. Donc, Madame la Présidente, on a une nouvelle fois eu droit à un budget irresponsable, où l'investissement est sacrifié au profit de la consommation, où le budget d'investissement est sacrifié au profit des dépenses courantes. Et quel capital budget? Si au moins ce gouvernement avait eu la vision de venir avec de nouveaux projets, hélas, on a eu droit
à un budget réchauffé. Le Premier ministre n'a fait que de répéter une longue liste de projets déjà annoncés lors des budgets précédents, notamment sous la Road Decarbonization Programme. Certains de ces chantiers, d'ailleurs, datent depuis le temps où Anil Bechu était ministre. Donc, on a eu droit, une nouvelle fois, au rond-point Jumbo Phoenix, au pont reliant Coromandel à Sorèze, au pont à la rue Descamps, et j'en passe. Le même disque rayé. À une exception près, il n'y a pas mention de Ring Road. Finalement, le gouvernement semble avoir assez tourné en rond sur ce projet, qui a quand même englouti plusieurs milliards de roupies. Par contre, le gouvernement nous promet l'ouverture du tronçon Terre Rouge-Verdun pour décembre 2014, soit 4 ans après. Notre ministre, malheureusement, préférant la valse des consultants. Après le rapport des consultants singapouriens, on a eu droit au rapport des Coréens. Après le rapport des Coréens, on a eu droit au rapport des Français. Et maintenant, on a droit au rapport des Coréens sur les rapports des Français, sur les rapports des Singapouriens. Non mais, écoutez, c'est du grand n'importe quoi. Dois-je rappeler au ministre, comme jadis le disait si bien Margaret Thatcher, advisors are here to advise, ministers are here to decide. Donc, de grâce, Monsieur le ministre, cessez de vous cacher derrière les consultants qui ne font que de s'engraisser des deniers publics. 3 ans et demi déjà, et vous n'avez même pas pu réparer une route. Mais comment allez-vous donc faire pour le métro express? À se demander si ce gouvernement a vraiment les compétences nécessaires pour faire avancer les dossiers, s'ils ont les compétences pour faire réaliser les projets. Pendant 3 ans, ils n'ont pas pu atteindre leur objectif. Pendant 3 ans, ils n'ont pas réalisé ce qu'ils ont promis. Et maintenant, ils veulent nous faire croire qu'en l'espace d'une année ou 2, ils vont tout réaliser. C'est pourquoi je qualifie ce budget de budget farceur. Prenons le cas de logements sociaux. Malheureusement, le ministre, qui hier parlait beaucoup, s'exprimait largement, n'est pas là aujourd'hui pour écouter la réplique. Dans la campagne électorale, ils avaient promis de construire 10 000 logements sociaux, soit 20 000 par an. Une promesse qu'ils ont archi-répétée dans le discours du trône. 10 000 logements sociaux, 2 000 par an. Répondant à une question parlementaire du 15 mai de 2018, soit le mois dernier, PQ 374, le ministre du Logement déclarait, et je cite, "From figures I have just mentioned, we are going to construct not only 10,000, it will be above 10,000 housing units." Il faut monter les enchères, il est en direct à la télé. Donc il va construire plus de 10 000 maisons. Mais ce même ministre, à peine quelques minutes plus tôt, nous disait, et je cite, "Construction of 612 housing units started as from 2015, out of which 268 units have already been delivered, and the remaining are expected to be delivered by June 2018. Quel aveu! Depuis 2015, depuis la prise de pouvoir de ce gouvernement, ils n'ont construit et livré que 268 nouvelles maisons. 268 nouvelles maisons en 3 ans. Voilà ce que vous avez fait. Et aujourd'hui, ils veulent nous faire croire qu'en l'espace de 2 ans, ils vont construire 6800 maisons. Non, mais il ne faut tout de même pas prendre les enfants du bon Dieu pour des imbéciles. Et si vous pouviez construire et livrer 3000 maisons par an, pourquoi ne vous l'avez pas vous fait plus tôt?
Est-ce que parce que votre ministre d'alors, le vice-premier ministre, était plus occupé à voyager en jet privé et se faire photographier avec les princes et les émirs de ce monde? Ou était-il plus intéressé à rencontrer des types comme M. Chalépard, qui, n'oublions pas, a fait de graves allégations de pot de vin? Mais bien sûr, cela n'intéresse pas l'ICAC. Madame la Présidente, en épluchant les estimates, on constate que la NHDC compte construire ses 6 800 logements au coût de 6 800 logements sociaux au coût de 7,6 milliards de roupies. Comment? Des fonds propres de la NHDC. Et pas un mot dans le budget, ni dans les estimés, où la NHDC va trouver ces 7,6 milliards de roupies. Est-ce qu'une nouvelle ponction des poches des contribuables? Est-ce qu'une nouvelle donation des pays amis? Est-ce des nouveaux prêts qui ne sont pas répercutés sur les estimés? J'espère que l'honorable Premier ministre va nous éclairer, parce que hier, le ministre du Logement ne nous a pas pipé mot. Comment il compte financer la construction de 6 800 logements sociaux? Madame la Présidente, si on jette un coup d'œil aux endroits où le ministre compte construire ces nouveaux logements sociaux, à l'appendix 1 du discours du budget, 17 endroits sont identifiés, mais aucun des 17 sites identifiés ne se trouve à Port-Louis ou aux alentours de Port-Louis, alors que Port-Louis est l'endroit où il y a la plus grande demande de logement. Et hier, dans son discours, le même ministre voulait faire croire qu'il a résolu le problème des squatteurs. Monsieur le ministre, allez faire un tour du côté des habitants des résidences Mana, des résidences Nazareth, de Camp Brûlé à Trenbord, ou même dans les hauteurs de Valipito, et vous constaterez les centaines de familles qui vivent toujours dans des habitations les plus précaires, dans des conditions les plus déplorables. Et cela, je l'ai dit depuis des années, Madame la Présidente, mais ce gouvernement ne fait rien. Pas de dimoun ça, timaléré ça. Toujours sous l'item budget farceur, comment passer sous silence l'autre grande promesse électorale archi-répétée, le fameux DILO 24/7. Et le Premier ministre a l'audace de venir dire, la semaine dernière, au paragraphe 154 du discours, « Our resolve to have 24/7 water supply across the country for all households is undiminished. » Madame la Présidente, heureusement que le ridicule ne tue pas. Depuis janvier 2015, ce gouvernement a prélevé 4 roupies sur chaque litre d'essence et de diesel pour la Build Mauritius Fund. Vous avez promis d'utiliser ces fonds pour replacer les vieux tuyaux, mais vous n'avez utilisé qu'une fraction de ce fonds. Le député Prime Minister, répondant à une question parlementaire que je lui avais adressée en avril de cette année, nous informait que selon les consultants singapouriens, en 2012, je dis bien en 2012, le non-revenue water, c'est-à-dire la perte d'eau commerciale, était de 55%. Et ce même ministre, ce député Prime Minister, nous dit qu'en 2017, selon le rapport de la Banque mondiale, le non-revenue water, qui était 55% en 2012, a passé à 60%, dont 40% de pertes physiques et 20% en pertes commerciales. Donc, sous ce gouvernement, loin de s'améliorer, il y a eu une nette détérioration dans le non-water revenue. Un aveu d'échec de taille de la part du député Prime Minister. Et Madame la Présidente, devrions-nous nous en étonner pour autant? On a un député Prime Minister obsédé par l'augmentation du prix de l'eau, un député Prime Minister obsédé par la privatisation
de la gestion et la distribution de l'eau, pour qui tout n'est que doom and gloom au niveau de la CWA. Heureusement, le Premier ministre a annoncé qu'il n'y aura pas d'augmentation dans le prix de l'eau. Quelle claque magistrale au député Premier ministre qui, à peine quelques semaines de cela, annonçait dans cette même auguste assemblée que la Banque mondiale travaillait sur une nouvelle grille tarifaire. Si le Premier ministre a bien désavoué son député Premier ministre sur le prix de l'eau, il n'a par contre pas pipé mot sur le contrat d'affermage. Un contrat qui aura sans doute un impact direct sur l'emploi des travailleurs de la CWA et sur le tarif d'eau. Le silence du Premier ministre, Madame la Présidente, à ce propos, est en train de créer un climat malsain au sein de la CWA. Aujourd'hui même, dans un quotidien, on peut lire à la même page 2 articles. Un venant d'une source proche du CWA qui faisait comprendre que le projet d'affermage tient la route avec ou sans révision des tarifs. Alors que dans ce même journal, un autre article, cette fois-ci une source proche du bureau du Premier ministre, étudie en ce moment une option de remplacement, préférant miser sur un important exercice de recrutement pour prendre en main la gestion de l'organisme. Donc on ne peut pas continuer dans cette incertitude et j'espère que le Premier ministre, dans son semi-up, aura l'occasion, une fois pour toutes, de venir confirmer qu'on n'aura pas de contrat d'affermage. Parce que, Madame la Présidente, nous n'avons pas besoin de contrat d'affermage. Nous avons déjà les compétences voulues. Nous avons déjà les moyens financiers. Il ne nous manque que la volonté politique pour améliorer les choses. Sinon, comment expliquer que l'on ne dépense pas l'argent qu'on a earmarqué pour les remplacements des vieux tuyaux? Comment expliquer que la bagatelle d'âme qui aurait soulagé des milliers de familles n'est toujours pas entièrement opérationnelle, car la bagatelle treatment plant n'est toujours pas complétée? Pourtant, selon les estimates, la bagatelle d'âme nous a quand même coûté la bagatelle somme de 7 milliards de roupies. On a dépensé des centaines de millions de roupies pour la station de traitement de paille. Pourtant, à chaque averse, il y a toujours des coupures d'eau à Port-Louis. Et que dire du réservoir à Rivière des Anguilles, annoncé depuis 2015? Combien d'argent a été earmarqué pour ce projet dans cette année financière? Allons voir. Page 48 des estimates. Item 31.1.3. Construction of dam. Rivière des Anguilles. Project value 3.2 billion, 3.2 milliards. Earmark pour 2017-2018, 87 millions. 2018-2019, 55 millions. 2019-2020, 2020-2021, zéro. Zéro. Comment vous, les 3 députés, ministres et transfuges du numéro 13, comment vous allez expliquer à vos mandats que 0 roupie a été prévu pour la construction du réservoir à Rivière des Anguilles, et puis vous voulez avoir 24,7? 24,7, oui, Madame la Présidente, c'est possible, mais pas avec ce gouvernement, et certainement pas avec ces mesures farceuses de ce budget. No cross-talking. Madame la Présidente, au final, ce budget a voulu être avant tout un budget populiste. En plein mois de juin, le Premier ministre a décidé de jouer au Père Noël et faire des cadeaux à gauche et à droite. Dommage, le député Premier ministre vient de manquer mon allocution concernant son ministère. Donc, en plein mois de juin, le Premier ministre a choisi de se revêtir des habits du Père Noël pour faire des cadeaux à gauche et à droite. Baisser impôts par-ci, baisser prix
de gaz ménager par là. Pourtant, Madame la Présidente, le peuple dans son ensemble n'est pas dupe. There is no such thing as a free lunch. Tout se paie. Ce que main droite donne, main gauche reprend. Et avec intérêt en plus. Les supposées largesses de ce budget sont en fait des trompe-l'œil. Le gouvernement compte bien nous plumer, mais il n'a pas le courage de le dire. Aussi faut-il décrypter les budget estimates pour comprendre que loin de s'attendre à une réduction des recettes budgétaires, le grand argentier a en effet prévu une augmentation des revenus émanant des taxes directes et indirectes. En effet, alors qu'on aurait pu s'attendre à une réduction des recettes venant des impôts directs sur les individus, suite à la baisse du taux d'impôt de 15% à 10%, selon les estimates à la page 358, revenus de l'income tax, pour l'année encourue, 9,5 milliards, pour l'année prochaine, 9,8 milliards, soit une augmentation de 300 millions de roupies. Vous allez me dire, mais comment? Comment? Tout simplement, attendez-vous d'être harcelé par les limites de la MRE. Pourquoi je dis cela? Regardez à la page 17. La page 17 de l'annexe au discours du budget. Provision regarding an amendment assessment by MRA will be reviewed and an objection and appeal procedure will be set out for any additional assessment raised by the MRA. Additional assessment. On donne le pouvoir à la MRA qui vous a déjà assess de vous assess de nouveau. Voilà, on ne le dit pas ça. Il faut lire dans les petites lignes. Et si vous avez l'audace de faire appel contre la décision de la MRA à l'Assessment Review Committee, sachez que ce caring government a décidé que vous aurez à payer un montant additionnel de 5% de la somme réclamée. C'était déjà 10%, additionnellement 5%, ça vous fait 15%. Pourtant, la Cour suprême a eu l'occasion de se prononcer sur la constitutionnalité d'une telle démarche, car on ne peut pas constitutionnellement empêcher une personne de faire appel s'il n'a pas les moyens financiers de le faire. Donc, Madame la Présidente, le gouvernement ne prévoit aucune baisse de ses recettes d'impôts directs des familles mauriciennes. Mais là où le bas blesse, Madame la Présidente, c'est par rapport aux revenus émanant de la TVA. L'État s'attend à récupérer 36 milliards de roupies l'année prochaine, comparé à 33 milliards de roupies collectées cette année, soit 3 milliards de roupies en plus. 3 milliards de roupies en plus des poches des consommateurs, des poches de la classe moyenne. Et là, personne n'applaudit. On n'applaudit plus. Maintenant, on réalise. Tout ce que main droite a donné, main gauche le reprend avec intérêt. On parle de réduire l'inégalité entre riches et pauvres, mais le même taux de TVA s'applique aux riches qu'aux pauvres. Donc, en vérité, Madame la Présidente, ceux qui ont vu leur taux d'impôt réduit de 15 à 10%, la classe moyenne, paieront en vérité plus en termes de taxes indirectes, en termes de taxes déguisées. Mais ça, le gouvernement ne vous dira pas. Autre cadeau budgétaire, la baisse du prix du gaz ménager. De l'arnaque. De l'arnaque, Madame la Présidente, le mot n'est pas trop fort. C'est de l'arnaque pure et simple. Depuis des années, on prélève un montant sur chaque litre d'essence et de diesel pour subventionner le prix du riz, le prix de la farine, le prix du gaz ménager.
Au mois de décembre 2014, soit juste avant les élections générales, la State Trading Corporation, la STC, prélevait 1,50 roupies sur chaque litre de carburant, sous l'item Contribution to Subsidy on LPG, Flour and Rice. Donc, en décembre 2014, 1,50 roupie sur chaque litre. Un an plus tard, sous ce gouvernement, le 13 novembre 2015, coup de théâtre, sans tambour ni trompette, la taxe passe de 1,50 roupie à 2,70 roupies. 2,70 roupies par litre d'essence et de diesel, soit une augmentation de 80%. Je le dis bien, une augmentation de 80%. Selon les comptes de la STC, Madame la Présidente, les derniers en date pour les 18 mois au juin 2017, la STC a prélevé, entendez-vous bien, 1,9 milliard de roupies sous l'item Contribution for Subsidy on LPG, Rice and Flour. 1,9 milliard de roupies des poches des automobilistes, de nos poches. Et ce ne sont que des chiffres au 30 juin 2017. On n'a pas encore compté le montant prélevé depuis juin 2017 à juin de cette année, qui devrait être aux alentours de 1,5 milliard. 1,9 milliard de roupies prélevées. Et combien avez-vous utilisé pour subventionner le prix du riz, de la farine, du gaz ménager? Seulement 716 millions de roupies. Sur les 1,9 milliard de roupies, on a utilisé en tout et pour tout seulement 716 millions, soit seulement 37%. Combien a-t-on utilisé de ces 1,9 milliard de roupies pour subventionner le prix du gaz ménager? Seulement 162 millions de roupies, même pas 10% des sommes prélevées. Madame la Présidente, selon les dispositions de l'article 122 de notre Code pénal, et je cite, « Tout percepteur qui aura détourné des deniers publics ou privés qui étaient entre ses mains en vertu de ses fonctions sera passible de servitude pénale, c'est-à-dire au moins 3 ans de prison, et aussi d'une amende qui ne pourra excéder la totalité de la somme détournée. » La STC a agi comme percepteur et a dépouillé les consommateurs de 1,9 milliard de roupies. Et au lieu de subventionner le prix du gaz ménager comme promis, il a payé des dividendes d'1,25 milliard au gouvernement. N'est-ce pas là un cas flagrant de détournement de fonds? On nous ponctue 1,9 milliard de roupies et au lieu de baisser le prix du gaz ménager, que fait le gouvernement avec cet argent? Que fait-il avec cet argent? Il donne 15 millions de roupies en cadeau à son protégé, l'honorable Dayal. Je le dis bien, cadeau, car M. Dayal a bien été destitué comme commissaire de police en suivant les procédures prévues par la Constitution. Il a été blâmé par les anciens chefs juges Sikuen et Feu Rajsoumer Lala. Et qui plus est, il a initié ses actions bidons contre l'État en dehors des délits prescrits. Time board, ce qui est fatal. Et pourquoi une telle générosité? Pourquoi une telle générosité avec notre argent? Est-ce que le SunTrust n'a-t-il plus d'argent pour entretenir ses activistes de bas étage? Est-ce que l'attorney général, qui n'est plus là, en décidant de faire un tel cadeau, a-t-il agi en tant que conseiller du gouvernement, comme le prévoit la Constitution, ou a-t-il porté sa toge d'avocat du citoyen Dayal? Mais ne vous en faites pas, demain au gouvernement, le MMM sera intraitable envers ceux. Vous pouvez rire, demain devant le gouvernement, le MMM sera intraitable envers ceux qui détournent les fonds publics, ceux qui confondent biens publics et biens privés, ceux qui se font des largesses.
Donc, Madame la Présidente, le baisse du gage ménager, du prix du gage ménager n'est pas vraiment un cadeau. Ce n'est qu'un remboursement. Et là, je dois le dire, un remboursement partiel de ce qui a été prélevé des consommateurs. Et le ministre du Commerce a eu tort hier, dans son intervention, de se tarer que ce gouvernement a baissé le prix du gage ménager. Vous auriez dû le faire depuis belle lurette, monsieur le ministre. Les automobilistes étaient déjà passés à la caisse. Madame la Présidente, autre supposé cadeau, la baisse des prix pétroliers. Vous êtes même monté, vous êtes même baissé. Non mais franchement, quelle mascarade! Le 15 mai 2018, la STC augmentait le prix de l'essence par 4,70 roupies, soit près de 10%, et le prix de diesel par 3,80 roupies, soit aussi une augmentation d'environ 10%. Une semaine plus tard, le Premier ministre refuse de répondre à la PNQ de l'honorable leader de l'opposition, ayant sans nul doute eu vent de la grogne parmi les automobilistes. À sa place, et ongle l'augmentation. Hier aussi, le pauvre, il a essayé de justifier l'augmentation. Pourtant, la semaine dernière, son Premier ministre a bel et bien désavoué et a baissé le prix d'essence et de diesel. Non, mais tout cela n'est pas sérieux, Madame la Présidente. On ne peut pas avoir un gouvernement de trial and error qui, malheureusement, ressemble de plus en plus à un gouvernement d'error and error. La population n'est pas contre une augmentation des prix des produits pétroliers quand il y a une hausse majeure dans le cours international du prix du pétrole. Aussi faut-il, en contrepartie, que la population puisse bénéficier de toute baisse conséquence dans le cours international du prix du pétrole. Mais ce que la population n'accepte pas, c'est que le cours mondial du prix du baril de pétrole soit utilisé comme prétexte pour le plumer davantage. Permettez-moi, Madame la Présidente, de rappeler à la Chambre que l'une des toutes premières mesures que ce gouvernement avait prises, à peine installé au pouvoir en janvier 2015, c'était bien d'imposer une taxe additionnelle de 3 roupies sur chaque litre d'essence et de diesel, soit une augmentation de 300%. Je dis bien 300% sous l'item Contribution au Build Noxious Fund. Puis, en novembre 2015, le gouvernement décide d'augmenter la taxe sous l'item Contribution to Road Transport and Storage, qui passe de 16 sous à 41 sous sur chaque litre d'essence et de diesel, soit une augmentation de 150%. Ce n'est pas tout. Comme nous sommes un peuple docile, le gouvernement en profite pour ajouter une nouvelle taxe de 10 sous sur chaque litre d'essence et du diesel pour la construction des storage facilities. 41 sous, 10 sous, cela peut vous paraître peu, mais sachez, Madame la Présidente, que selon le dernier bilan de la STC, quelques 300 millions de roupies ont été récoltés sous ces items de janvier 2016 à juin 2017. 300 millions de roupies, c'est-à-dire 150 millions peut-être depuis l'année dernière. Et comme le prix du pétrole avait bien baissé au niveau mondial en 2015, toujours en novembre 2015, le gouvernement en profite pour augmenter la redevance pour le soi-disant subside sur les gages ménagers, qui passe de 1,50 roupie à 2,70 roupies. Donc, en résumé, Madame la Présidente, depuis janvier 2015 à juin 2018, ce soi-disant caring government,
qui a tellement à cœur le bien-être de la population et le combat contre la vie chère, a imposé 4 roupies 55 sous de plus de taxes. Mais je devrais plutôt dire 5 roupies 25, parce qu'il faut ajouter les 15% de TVA sur ces 4 roupies 55. Donc, depuis janvier 2015, ce gouvernement a prélevé 5 roupies 25 sur chaque litre d'essence et de diesel additionnel. Pendant 18 mois, ils n'ont pas cru bon de baisser le prix du gaz ménager. Ils n'ont pas cru bon de baisser le prix du carburant. 5 roupies 25 de taxes additionnelles. Et aujourd'hui, on se félicite d'avoir baissé le prix de l'essence de seulement 2 roupies 35 et le prix de diesel par seulement 1 roupie 90. Si au moins vous aviez enlevé toutes les taxes additionnelles que vous aviez mises. Mais non, les 4 roupies du Build Mauritius Fund sont toujours prélevées sous forme d'excise duty. Ils ont soi-disant à cœur la classe moyenne, Madame la Présidente, mais ils continuent à les plumer à la pompe. Et ils s'attendent en plus qu'on les félicite pour avoir fait baisser le prix de carburant. Non, mais franchement. Et pourtant, le Premier ministre connaît le poids du prix des produits pétroliers dans le coût d'opération dans le budget des PME. Mais il semblerait que les PME soient malheureusement le cadet des soucis de ce gouvernement. Et on est bien loin, Madame la Présidente, du discours rempli d'espoir du premier argentier de ce gouvernement, l'honorable Lakshmi Naraidoo, qui en 2015 annonçait une série de mesures pour redynamiser le secteur des PME, porteur de tant de création d'emplois et principal secteur en termes de contribution à la croissance économique. Des mesures qui malheureusement sont restées comme lettres mortes. Notamment ce fameux SME Bank avec un capital de 10 milliards de roupies, soit 2 milliards pour chacun. Madame la Présidente, les PME continuent d'agoniser sous ce régime. Et quand je pense que la semaine dernière, la Mobank a eu l'audace de publier dans les journaux un communiqué de presse se vantant d'avoir prêté 400 millions de roupies aux PME. 400 millions de roupies aux PME, alors que le gouvernement a injecté directement et indirectement plus de 6 milliards de roupies dans cette banque. 400 millions de roupies sur 6 milliards de roupies d'investissement, même pas 10%. Quelle incompétence! Vous auriez dû avoir honte au lieu de vous en féliciter. Madame la Présidente, les PME qui étaient annoncées par l'honorable Lakshmi Naraidoo comme devant être le backbone de l'économie est aujourd'hui le broken bone de notre économie. Et ce gouvernement en porte l'entière responsabilité. Non seulement les PME n'ont pas eu accès au financement nécessaire pour pouvoir se développer, mais en plus ce gouvernement a trouvé le moyen de se débarrasser de SMEDA qui œuvrait en faveur des PME pour le remplacer par une compagnie privée, la SME Mauritius, contre l'avis du 10 Years Master Plan qui préconisait, lui, un corps pareil tactique au lieu d'une compagnie privée. Une décision, Madame la Présidente, que j'avais décriée lors des débats sur le SME Bill, of the Mauritius Bill. Malheureusement, et je le dis avec un grand pincement au cœur, malheureusement, pour les PME, je n'avais pas tort. Sur les 94 employés de SMEDA, comme vient de l'annoncer l'honorable ministre de tutelle, seulement 10 ont choisi d'intégrer SME Mauritius. Mais ce que l'honorable ministre ne nous a pas dit, c'est que la plupart de ces 10 employés ne sont pas des techniciens. Ils sont des personnels administratifs, comprenant des réceptionnistes, des attendants, des chauffeurs. Le premier CEO a préféré jeter l'éponge quelques semaines seulement après sa nomination, qui n'était pas sans controverse. Aujourd'hui, SME Mauritius se retrouve sans
techniciens de carrière, 100 techniciens qui ont été formés pour aider les PME. Comment est-ce que ce gouvernement compte-t-il implémenter le 10 Years Master Plan sans ces cadres? Madame la Présidente, SME Mauritius avait tellement un problème de staff, était tellement désespéré, et ça le ministre ne l'a pas dit, ils étaient tellement désespérés qu'en avril 2018, l'officier in charge s'est permis d'écrire au Permanent Secretary du ministre du Travail pour lui demander de déléguer 10 stagiaires sous YEP, 10 stagiaires sans aucune expérience, parce qu'ils n'arrivaient pas à trouver preneur. Quand je pense, Madame la Présidente, que la plupart des employés de SMEDA ont été redéployés à des positions subalternes dans des corps étatiques où leurs expériences ne sont ni reconnues ni valorisées. Quel gâchis! Mais Madame la Présidente, il n'est jamais trop tard de reconnaître ses erreurs et de rectifier le tir. Aussi, je fais un appel au ministre de tutelle, que je sais est un homme très raisonnable, et à travers lui au Premier ministre, d'entamer un dialogue avec ces anciens cadres et techniciens de la SMEDA pour qu'ils puissent à nouveau mettre leurs compétences au service des PME qui en ont grandement besoin. Madame la Présidente, permettez-moi de dire quelques mots sur le secteur manufacturier. En août 2015, lors de la présentation de sa vision 2020, le ministre mentor, Sir Anirudh Jagannath, qui à ce moment était Premier ministre, nous disait, et je cite, « Manufacturing today accounts for about 18% of our economy, and we aim to increase its share significantly to 25% within the next 3 years. » Et il annonçait, et je cite, « A revamped and dynamic manufacturing base with clearly identified focus on promoting high-end, precision-driven, technology-enabled manufacturing in the country. » 3 ans plus tard, où en sommes-nous, Monsieur le ministre de l'Industrie? Où sont les usines? Où sont les investisseurs? Oublions les high-end precision-driven manufacturing. Où sont passés les investisseurs indiens qui devaient construire les bicyclettes et les motocyclettes? Où sont les bijoutiers? Que du bla, bla, bla. Pourtant, l'année dernière, le Premier ministre et le ministre des Finances avaient réduit le taux d'impôt pour les exportateurs de 15% à 3%, soit 80% de remise. Et quel résultat? Quel résultat? Ces grands messieurs se sont remplis les poches, mais il n'y a pas eu d'augmentation dans nos recettes d'exportation. Au contraire, Madame la Présidente, selon les chiffres publiés par Statistique Mauritius du mois dernier, et je cite, « Total export for first quarter of 2018 amounted to 18.1 billion rupees, 8.1% lower, 8.1% lower compared to the corresponding quarter of 2017. » Le constat est affligeant. Ni les Mauriciens, ni les étrangers n'investissent dans notre secteur manufacturier. Et pourquoi le feront-ils? Le gouvernement a bien démantelé Enterprise Mauritius au profit de l'Economic Development Board. Depuis, la promotion de l'exportation a été reléguée au second plan. La politique de diplomatie économique de ce gouvernement a été un échec total. Pourtant, le marché africain est porteur d'espoir. Et Madame la Présidente, ce n'est certainement pas en promettant pour la énième fois un parc pharmaceutique que les choses vont changer. Madame la Présidente, mettez-vous à la place d'un investisseur mauricien. Aujourd'hui, il peut économiser des milliards de roupies en termes de registration duty, de land transfer tax, de more settlement tax, de value added tax, d'income tax, et j'en passe, en investissant dans les smart cities et dans des terrains de golf.
Il peut se faire du easy money en vendant des bungalows à des étrangers fortunés à prix d'or. Pourquoi ira-t-il investir dans le secteur manufacturier alors qu'avec moins d'efforts, il peut gagner plus? Pourtant, on a archi prévenu le gouvernement que tout développement durable ne peut reposer sur une politique favorisant le développement foncier au profit des secteurs productifs. Au moins, le ministre Mentor, quand il était Premier ministre, avait bien résumé la situation en août 2015 dans son discours de Vision 2030 lorsqu'il dit, et je cite, « History is not written by prophets of gloom and doom. It is written by achievers. » Hélas, ce gouvernement est loin d'être des achievers. On patauge de la médiocrité. Et pendant ce temps, qu'advient notre secteur financier, notre secteur offshore? En 2015, le ministre Mentor, alors Premier ministre, annonçait la création de 15 000 nouveaux emplois dans ce secteur. 15 000 nouveaux emplois. Aujourd'hui, je me demande bien combien de pertes d'emplois il y aura dans ce secteur. Car depuis 2015, Madame la Présidente, on n'entend que des mauvaises nouvelles. D'abord, le traité de non-double imposition fiscale avec l'Inde a été revu à notre détriment. Mais l'impact réel du protocole ne se fera sentir qu'à partir du mois d'avril de l'année prochaine, quand la plus-value réalisée sur la vente des titres indiens sera entièrement imposable en Inde. Autre coup de massue, la décision de démanteler le Financial Services Promotion Agency, organe censé promouvoir le secteur financier au profit de l'Economic Development Board. Répondant à une question que je lui ai posée le 22 mai dernier, le ministre de tutelle, l'honorable Sisankar, déclarait sans gêne ni pudeur qu'il ne connaissait même pas le nom de la personne du cluster responsable du Financial Services au sein de l'Economic Development Board. À se demander s'il y a-t-il vraiment encore un pilote à bord. Et maintenant, alors que tout le secteur s'attendait à ce que le Premier ministre annonce un plan de sauvetage pour notre secteur financier, niet, pas une seule mesure pour assurer les opérateurs de ce secteur. Par contre, on annonce l'abolition des compagnies globales de catégorie 2 pour 2019. Madame la Présidente, selon les statistiques publiées par la FSC, à janvier 2018, on comptait pas moins de 10 303 compagnies globales de catégorie 2. Il y a des management companies qui ne font que d'immatriculer ces types de compagnies. Qu'adviendra-t-il de ces management companies? Qu'adviendra-t-il de leurs employés? Sous la pression de l'OCDE et de l'Union européenne, qui n'ont à cœur que leur intérêt personnel de pouvoir taxer encore plus leurs citoyens et leurs entreprises, l'île Maurice, de nouveau, courbe les chines. On élimine le Deemed Foreign Tax Credit, on élimine même le régime fiscal applicable aux compagnies opérant dans le Freeport. Mais a-t-on, Madame la Présidente, réalisé une étude pour évaluer l'impact de ces décisions pour le secteur offshore, pour le secteur Freeport, avant de prendre de telles décisions? Est-ce que le gouvernement compte venir avec un plan de sauvetage? Est-ce que le gouvernement compte faire quelque chose pour ces milliers de travailleurs, d'employeurs dans le secteur offshore, dans le secteur du Freeport, qui sont suspendus à ses lèvres? Malheureusement, jusqu'à présent, rien du tout. Et c'est certainement pas en bradant notre citoyenneté que ce gouvernement va améliorer, va redorer le blason de notre centre financier. Un centre financier dont la réputation a été entachée par de multiples scandales abondamment rapportés dans la presse internationale. On pense aux Panama Papers, aux Paradise Papers, à l'affaire Quantum Global et surtout à M. Alvaro Sobrino, qui, malgré la soi-disant enquête de l'ICAC, malgré la démission de la présidente de la République, malgré les avis défavorables émis par des ténors du barreau,
est toujours propriétaire d'un management company. Sans nul doute, car le Deputy Prime Minister l'a regardé dans les yeux et a conclu il doit être un type bien. Et surtout, un type très riche et très généreux avec l'argent des autres. Mais revenons à ce que je considère, Madame la Présidente, être la mesure la plus scandaleuse et la plus dangereuse de ce budget. Octroyer la citoyenneté mauricienne aux étrangers pour quelques malheureux de l'art. Je ne répéterai pas tout ce qui a été dit par l'honorable Adrien Duval, mais je fais le constat suivant. Alors que le père se débrouille quand un bon petit diable, malgré son âge, pour que l'on récupère notre archipel des Chagos, alors que le père se bat contre notre ancien colonisateur pour reprendre nos biens, le fils choisit de brader notre patrie aux étrangers pour quelques misérables dollars. Quel acte antipatriotique! Alors qu'on vient de célébrer nos 50 ans d'indépendance, le Premier ministre ne trouve pas mieux que de brader notre citoyenneté. Madame la Présidente, nous ne sommes pas xénophobes. D'ailleurs, les touristes reconnaissent notre accueil et notre hospitalité. Mais nous ne voulons pas non plus devenir étrangers dans notre propre pays. Nous ne voulons pas nous retrouver dans une situation où on ne pourra plus se permettre d'acheter une maison ou un lopin de terre, car on n'aura pas les mêmes ressources, les mêmes moyens que les naturalisés. Mais Madame la Présidente, ce n'est malheureusement pas la première fois. Ce n'est pas la première fois que le Premier ministre essaye de faire des concessions aux étrangers. Alors qu'il présentait son tout premier budget en tant que troisième ministre des Finances du gouvernement Le Pep en 2016. Souvenez-vous que voulait faire l'honorable Pravin Jagnnath. Il voulait amender la loi pour permettre aux étrangers de détenir jusqu'à 25% chacun des actions dans des sociétés immobilières et dans des sociétés agricoles sans avoir l'aval du Premier ministre. Il voulait permettre aux étrangers de s'accaparer des biens immobiliers des Mauriciens sans passer par le bureau du Premier ministre. Et l'on se souvient de la remarque, mais surtout du ton de Sir Anirudh Jagnnath, alors Premier ministre, qui au moment du Community Stage reprimanda son fils avec un cinglant « Fusadeo ». J'espère que le même ministre mentor, une nouvelle fois, guidera Fiston avec le nouveau « Fusadeo ». En tant que patriote, c'est le moins qu'on puisse faire. Madame la Présidente, je ne pourrai terminer mon intervention sans dire quelques mots sur la performance économique de ce gouvernement. Le Premier ministre n'a passé que très peu de temps sur les indicateurs économiques. Je le comprends. Il n'a malheureusement rien pour lui d'être euphorique. Peut-être a-t-il décidé de suivre les conseils de son prédécesseur, l'honorable Lakshmi Naraidoo, qui, lorsqu'il était ministre des Finances, qui paraît déjà une éternité, dans un entretien à la presse, déclarait qu'il ne croyait pas dans les chiffres. Pourtant, les chiffres sont importants. Ils nous permettent de faire un constat de la situation économique. Il nous permet de voir si on a réalisé nos objectifs, si on a atteint nos objectifs, et si la situation économique s'améliore ou au contraire se détériore. Donc prenons quelques chiffres. Indicateurs, objectifs et réalisés. Premier indicateur, taux de croissance. Objectif annoncé de l'année dernière, 4,1%. Réalisation, 3,9%. Faible. Taux d'investissement par rapport au GDP. Objectif, 18,8%. Objectif réalisé, 17,6%. Faible. Taux d'inflation. Objectif, 3%. Résultat, 4,3%. Faible. Dette publique. Objectif, 63%. Réalisation,
63,4, FEL. Déficit du compte courant, objectif moins de 4,9%, réalisation plus de 5,5%, FEL. Ce n'est pas moi qui le dis, Madame la Présidente. Ce sont les chiffres publiés dans le budget et les estimés. Je parie que même la plupart des gens de l'autre côté de la salle n'avaient pas réalisé comment ce gouvernement sont des underachievers. Je suis sûr que ça n'a pas réalisé. D'ailleurs, hier, le PPS Larifon, quand il parlait, il a dit qu'il a fallu 2 heures pour que tout le monde soit rassuré, parce qu'il n'a rien compris. Il n'a rien compris, il a cru vraiment que la situation économique est en train de s'améliorer. Alors que tous les indicateurs sont au rouge, Madame la Présidente, comment le Premier ministre a-t-il bien pu faire de telles largesses? Comment a-t-il pu faire tant de cadeaux alors que les chiffres d'une année à une autre démontrent clairement une nette détérioration dans notre situation économique? Et là, je laisserai le soin à mes amis du Parti travailliste de comparer les indicateurs économiques de cette année aux indicateurs économiques de 2014. Donc, comment est-ce que ce Premier ministre a pu présenter ce budget Panadol? A-t-il récupéré la baguette magique de l'honorable Chminara-Aidoo? Did the kitchen cabinet come up with a secret recipe? No, Madam Speaker. Far from it. But the kitchen cabinet did do one disgraceful act. They cook the books. On a manipulé les chiffres. On a faussé les données. Les dettes, les dés ont été pipés. Ce budget a essayé de berner la population comme l'Alliance des peuples avait berné le peuple en 2014 en promettant un miracle économique. Tiens, mais où est donc passé le miracle économique? Pas un mot dans ce budget, car il n'y aura pas de miracle économique. Même pire, les économistes, tous les économistes qui se respectent, ont déjà tiré la sonnette d'alarme. L'économie va mal. L'économie va de mal en pis. Et ce budget ne fait qu'empirer les choses. Tout d'abord, il y a cette façon honteuse de faire croire, Madame la Présidente, que le taux de chômage est soi-disant en baisse. Scandaleux. Ayez au moins le courage d'expliquer à la population que le taux de chômage a baissé parce que Statistique Mauritius a changé sa façon de calculer le taux de chômage. Ayez au moins le courage de lire et d'expliquer ce que le bulletin de Statistique Mauritius a dit. Et je cite à la page 3. The number of persons aged 16 stood at 397,100. Some 5,800 of them, were classified as forming part of the potential labor force. Potential labor force. That is, persons not in employment who were not looking for a job but were available for work, or those who were looking for a job but were not available for work. Those persons, écoutez bien, those persons, c'est-à-dire les 5800, those persons have not been classified as unemployed since they did not satisfy the criteria of unemployment. Voilà comment vous avez pu réduire le taux de chômage. Au lieu de 41 800 chômeurs, en vérité, nous avons, quand on prend 41 800 et 5 600, on a 47 600 chômeurs, n'est-ce pas, M. Ratner? Et avec un tel taux de chômage, vous savez combien le taux de chômage passe? Il passe à 8,1%. 8,1%.
alors que l'année dernière, c'était 7,3%. 8,1%, Madame la Présidente, et ce gouvernement qui n'a non seulement lamentablement échoué dans son combat contre le chômage, aujourd'hui il essaye de convaincre la population du contraire. Cela, Madame la Présidente, révèle de la malhonnêteté tout court. Et venant d'un Premier ministre, c'est quand même déplorable. Autre mensonge, le déficit budgétaire. Il n'est pas à 3,2% comme annoncé par le Premier ministre, mais selon nos estimations, et là je me fie aux experts en la matière, le déficit budgétaire a dépassé les 4% pour l'année en cours et dépassera certainement la barre des 5% pour l'année 2018-2019. Pourquoi je le dis avec tant d'assurance? Tout bonnement parce que les chiffres manipulés de ce budget ne tiennent pas en compte, d'une part, les dépenses encourues par les Special Funds et Extra Budgetary Funds, comme la National Resilience Funds, le Lotto Fund, et d'autre part, ils ne tiennent pas en compte les dépenses encourues par les entreprises privées en dehors du budget, les off-budget expenses. Ainsi, par exemple, Madame la Présidente, ce budget ne prend pas en considération toutes les dépenses du métro express, du Safe City Project, et j'en passe. En conséquence, Madame la Présidente, notre dette publique est en réalité de loin supérieure à 63,4% annoncé pour l'année en cours et sera certainement largement supérieure aux 63,1% annoncés pour l'année prochaine. Et je trouve cela vraiment déplorable, Madame la Présidente. Vraiment déplorable que l'on vienne manipuler les chiffres. Les projets d'investissement public sont financés à travers des prêts garantis par l'État. Mais ces prêts ne sont pas considérés comme faisant partie de notre dette publique, car l'État a trouvé l'astuce. Et ils ont l'audace de s'auto-féliciter. Ils ont trouvé l'astuce d'utiliser la State Bank, d'utiliser le Mauritius Telecom, d'utiliser d'autres special purpose vehicles pour que cela ne passe pas comme une dette publique. Mais quand on garantit une dette, Madame la Présidente, on assume la responsabilité économique de rembourser cette dette. Si demain, Mauritius Telecom ne remboursait pas cette dette, si demain, State Bank of Mauritius ne remboursait pas la dette, si demain, les Special Purpose Vehicles ne remboursaient pas la dette, mais ce sera au gouvernement de le faire sous la garantie. Donc, Madame la Présidente, c'est honteux de manipuler ainsi les chiffres. Le peuple a droit à la vérité. Et la vérité, c'est que ce gouvernement est en train de nous endetter et d'endetter nos générations futures. Après moi, le déluge. Madame la Présidente, j'ai parlé de budget Panadol, mais ce budget est avant tout un budget électoraliste. On a bien compris que c'est peut-être le dernier budget de ce gouvernement. Le pays étant suspendu au procès en appel devant le conseil privé de la Reine dans l'affaire MadePoint, qui décidera l'avenir politique de notre Premier ministre. Un appel prévu pour janvier 2018. Pour rappel, l'affaire MadePoint concerne l'acquisition par l'État d'une clinique privée dont les actionnaires majoritaires n'étaient nul autre que la sœur et le beau-frère du Premier ministre. Une clinique qui aurait dû servir d'hôpital gériatrique et puis comme hôpital pour le traitement du cancer, l'oncologie. 7 ans et demi après, la clinique MadePoint est en ruine. Le procès contre certains protagonistes sont toujours en cours, mais la famille, bien sûr, a été payée avec intérêt. Et avec ce budget, on essaye d'anesthésier le peuple. Merci.